Alors, bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la deuxième séance. Je vous présente tout de suite le déroulement de la séance. Je partage mon écran, pardon. Donc, dans cette séance, il sera question des solides et de leurs propriétés, polyèdres, sphères, boules, cônes, cylindres, décomposition des solides. Je vais parler des analyses de situation faisant appel à des mesures. Donc, périmètre, aire, volume, unité de mesure et de relation, estimation, recherche de mesure manquante, théorème de Pythagore. Et je vais présenter le devoir numéro 2. Par la suite, donc les solides et leurs propriétés. Donc, on parle des polyèdres, la sphère, la boule, le cône, le cylindre, décomposition de différents solides. Donc, quand je parle de polyèdre, c'est un solide de l'espace limité par des faces qui sont toutes des polygones. Le mot grec vient du grec, pardon, poly, qui veut dire plusieurs, et hydra, face. Les côtés de ces polygones sont les arêtes du polygone. Les sommets des faces sont aussi les sommets du polyèdre. Caractéristique d'un polyèdre, c'est un solide délimité par des polygones. Il ne possède aucune surface courbe. Un polyèdre peut être construit par la combinaison de triangles, de carrés, de rectangles, de losanges ou tout autre polygone fermé. Par ailleurs, les polygones utilisés sont un des critères qui permettent de qualifier les différents polyèdres. Il existe des polyèdres convexes. Qu'est-ce qu'un polyèdre convexe? C'est un solide dont les segments joignant deux de ses points quelconques sont entièrement inclus dans la portion d'espace qui délimite. Dans l'exemple ci-dessus, vous avez une pyramide à base triangulaire. Les deux segments tracés sont en surface ou à l'extérieur du polyèdre. Vous avez des polyèdres non convexes. C'est un solide dont la base ou les bases sont des polygones non convexes. Un polyèdre non convexe, c'est un solide dont au moins un segment joignant deux de ses côtés, deux de ses points quelconques, est exclu de la portion d'espace qui délimite. Dans l'exemple ci-contre, on remarque que si l'on rejoint les deux points rouges de ce prisme non convexe à base pentagonale, le segment est alors formé, sera dessiné à l'extérieur du prisme. Je vous parle maintenant des polygones réguliers. Donc, un polygone régulier est constitué de polygones réguliers isométriques dont chaque sommet possède le même nombre d'arêtes qui convergent vers lui. Les caractéristiques sont les suivantes. Toutes les faces sont des polygones réguliers isométriques. Aucune de ces faces ne se coupe, excepté les arêtes. Sur les arêtes, pardon, le même nombre de faces se rencontre à chaque sommet. On parle alors des solides de Platon. Les plus communs sont le cube et le tétraèdre. Les polyèdres droits. Les polyèdres droits, c'est un polyèdre dont la hauteur issue du centre d'une base rejoint le centre de l'autre base, dans le cas des prismes, ou l'apex dans le cas des pyramides. Vous avez un exemple ici avec une base et un apex de la pyramide. Vous voyez bien que la hauteur en rouge est perpendiculaire à la base. Puis vous avez exemple avec deux bases, un prisme droit à base rectangulaire. Donc le centre de la base, vous avez la hauteur en rouge et le centre de la base, puis on remarque que la hauteur est perpendiculaire à la base. Polyèdre oblique, donc dans le cas où cet aspect de perpendicularité n'est pas présent,
Il est alors question de polyèdre oblique. Donc, c'est un polyèdre dont la hauteur issue du centre d'une base ne relie pas le centre de l'autre base. Donc, dans le cas des prismes, ou l'apex dans le cas des pyramides. Vous avez l'exemple avec une base et un apex ici, ou que la hauteur issue du centre de la base. Vous avez affaire à une pyramide oblique. L'autre exemple à votre droite, c'est avec deux bases. Un prisme oblique à barre rectangulaire. On voit bien que la hauteur issue du centre de la base. Quand je parle de prisme, en géométrie, on parle que c'est un polyèdre ayant deux faces isométriques et parallèles qu'on appelle base et possédant des quadrilatères en guise de face latérale. Vous avez un exemple ici où la base du prisme est colorée en vert et vous avez ici à votre droite un prisme opaque à base hexagonale dont les deux bases sont des hexagones. Ensuite, comment maintenant on va nommer les différents prismes? On peut les nommer en fonction des polygones qui définissent ces bases. Donc, vous avez ici polygones qui font les bases. Si c'est un triangle, ben, le nom du prisme, c'est prisme à base triangulaire. Vous avez une représentation ici. Et le nombre de faces latérales qui constituent les rectangles sont de 3. Vous avez des quadrilatères, carrés, rectangles, trapèzes, etc. Donc, un exemple avec un prisme à barre rectangulaire. Vous avez sa représentation dans la troisième colonne et le nombre de faces latérales est égal à 4. Le pentagone, donc un prisme à base pentagonale, euh, à titre d'information, penta, qui vient du grec, veut dire 5. Vous avez la représentation et 5 nombres de faces latérales. Et l'hexagone, qui vient du grec hexac, veut dire 6, prisme à base hexagonale, dont la représentation est faite ici, et vous avez 6 faces latérales. Le nombre de faces latérales correspond au nombre du côté du polygone servant de base du prisme. Dans les cas où les prismes ont une base qui est un quadrilatère, on utilise le nom de ce quadrilatère pour le nommer. Vous avez ici un prisme dont la base est un trapèze, donc on va l'appeler prisme à base trapézoïdale. Donnez-moi un petit instant. OK, je continue. Je présente de nouveau. Donc, vous avez ici les prismes réguliers. Tout simplement, ce sont des prismes droits dont la base sont des polygones réguliers isométriques. Par ailleurs, on peut déduire que les quadrilatères qui forment les faces latérales sont des rectangles isométriques. Vous avez un exemple ici d'un prisme régulier à base triangulaire. Et plus particulièrement, si les triangles sont des triangles équilatéraux, pardon, donc c'est un polygone régulier dont les bases sont des triangles équilatéraux. Vous avez les prismes droits et obliques, même exemple. Un prisme oblique possède une hauteur qui ne relie pas le centre de ses deux bases. Les bases sont identiques, mais elles ne sont pas alignées. Puis le prisme droit, lui, dans la hauteur issue du centre d'une base, rejoint le centre de l'autre base. Je vous présente maintenant pour les pyramides, ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'une pyramide? Ben, c'est un polyèdre qui est composé d'une seule base et dont les faces latérales sont des triangles qui se rejoignent à un sommet qu'on appelle apex. Les caractéristiques, comme l'ensemble des polyèdres, les pyramides possèdent des sommets, des faces et des arêtes. De par son importance comparativement aux autres sommets, le point où tous les triangles se rencontrent est nommé apex. Pour différencier la hauteur de la pyramide avec la hauteur des triangles des faces, on utilise le terme apothème.
comme l'exemple que vous avez ici. Donc, la hauteur dans la pyramide à base rectangulaire, pardon, en bleu. Vous avez la hauteur du triangle représentée dans la face latérale en rouge. Et vous avez l'apex à droite ici, qui est le dernier sommet pointu. Le nom des pyramides, c'est très semblable avec le nom des polyèdres des autres prismes. Donc, vous avez un tableau qui représente la même type. Donc, c'est, sans toutes les nommer, si la barre est un triangle, on appelle ça une pyramide à base triangulaire. Et vous avez le nombre de faces latérales est 3. Quadrilatère, carré, rectangle, trapèze, pyramide à base rectangulaire, 4 faces latérales, et tant qu'à y être, la pentagone, pyramide à base pentagonale, et le nombre de faces latérales est égal à 5. Donc, le nombre de faces latérales correspond au nombre de côtés du polygone servant de base de la pyramide. Pyramide régulière, c'est une pyramide dont la base est un polygone régulier, dont les faces latérales sont des triangles isocèles isométriques. Ça signifie que l'apex d'une pyramide est aligné verticalement avec le centre de sa base. Pyramide droite et oblique, bon, c'est très semblable à ce que j'ai déjà dit. Donc, une pyramide dont la hauteur issue de l'apex rejoint perpendiculairement le centre de sa base, donc comme l'exemple que vous avez ici. Une pyramide oblique, maintenant, une pyramide dont la hauteur issue de l'apex ne rejoint pas le centre de la base de manière perpendiculaire, comme l'exemple que vous voyez à votre droite. Les corons, les caractéristiques, tout comme les polyèdres, les corons sont une sous-catégorie des solides. Ils ont une différence marquée par rapport aux polyèdres. Les corons sont des solides limités par au moins une surface courbe. Vous avez la sphère et la boule. La sphère est représentée par l'ensemble des points situés à une même distance du centre appelé rayon, comme l'exemple que vous avez en bas de la diaporama. Oui. La boule, elle représente l'ensemble des points qui sont situés à une distance inférieure ou égale au rayon par rapport au centre. La sphère fait référence à la surface de la boule. Donc ça, c'est important à comprendre. Et le concept de sphère est associé à l'air et celui de la boule au volume. Caractéristiques d'une boule ont tous les rayons qui sont possibles de tracer pour délimiter la sphère définissant l'espace de la boule se rejoignent en un point qu'on appelle le centre, comme dans l'exemple ici que vous voyez, ou le petit point que j'ai mis par rapport au rayon. Cône, c'est encore dans la famille des corons, une seule base circulaire et une seule face latérale qui prend la forme d'un secteur de cercle et son unique sommet est appelé apex. Les caractéristiques du cône, la base est un disque, l'apex est le seul sommet du cône, son apothème est la distance entre l'apex et un point quelconque situé sur le contour de sa barre. Ne pas confondre avec la hauteur du cône. Sa face latérale, c'est un secteur de cercle qui s'enroule autour de sa base. Vous avez des exemples pour bien illustrer les trois premières caractéristiques. On peut citer au dessin suivant. Donc, la base circulaire, puis vous avez ensuite un dessin d'un cône représentant l'apothème en rouge, la hauteur en orange et l'apex, le sommet en bleu. Pour le cylindre haut de coron, composé de deux bases circulaires et parallèles et d'un rectangle ou d'un parallélogramme qui sert de face latérale. Les caractéristiques d'un cylindre, tout comme les prismes, le cylindre est composé de deux bases, mais ces dernières ne sont pas des polygones, elles sont des cercles. Les deux bases sont des cercles isométriques et elles sont parallèles. Sa face est généralement composée d'un rectangle ou d'un parallélogramme. Vous avez les deux exemples illustrés que vous voyez ici. Vous avez ici un schéma qui représente la classification globale des solides selon les polyèdres et les corons. Donc, les polyèdres se divisent en polyèdres convexes et non convexes.
Les convexes concernent les pyramides et les prismes. Et les non convexes, ben, vous avez un exemple ici d'un cube à l'intérieur où il y a des surfaces qui rentrent à l'intérieur. Les corps ronds, il en existe trois types. Il y a les boules, il y a les cônes et les cylindres. Bon, je vous parle maintenant de décomposition de solides. Je vais vous parler dans ce qui suit des caractéristiques d'un solide décomposable, les caractéristiques d'un solide tronqué, des solides décomposables, d'un solide tronqué, des solides tronqués, l'air, pardon, des solides tronqués, le volume des solides décomposables, le volume des solides tronqués, et comment trouver une mesure manquante à partir de l'air d'un solide décomposable ou tronqué, et trouver une mesure manquante à partir du volume d'un solide décomposable ou tronqué. Bon, vous avez les caractéristiques d'un solide décomposable. Donc, rapidement, c'est un solide qui peut être séparé en plusieurs solides plus simples. Il faut qu'il y ait au moins deux solides. Les solides utilisés doivent être une face ou une section de face commune. Ils peuvent être formés de polyèdres et de corons simultanément. Vous avez des exemples ici avec la pyramide qui est au-dessus d'un prisme à base rectangulaire. Caractéristique d'un solide tronqué, c'est un solide qui est découpé par un plan et dont seulement une portion de la séparation est conservée. Vous avez l'exemple ici d'un polyèdre tronqué par un seul plan. Vous avez à votre droite ce qui reste après la troncature. Je vous ai mis d'autres exemples, polyèdre tronqué par plusieurs plans. Vous avez un cube. Ça peut devenir, en le tronquant avec deux plans, un prisme à base triangulaire. Vous avez un corps rond tronqué par un plan, comme exemple de corps rond, un cône. Et on fait une section, on le coupe, puis on va voir apparaître à la surface ce que vous voyez en rouge. Je vous ai mis les aires des solides décomposables. Donc, je vous demanderai de lire attentivement les différentes formules. Je vous ai mis un exemple d'un genre de crayon qui est fabriqué. Vous avez un solide surmonté d'un cône et on demande de calculer l'air total. Donc, l'air des solides décomposables, vous avez ici l'exemple encore d'une autre sorte de crayon composé de trois parties, efface, le corps du crayon même et le bout qui est le corps du crayon qui est un cylindre, l'efface qui peut être modélisé par une demi-boule et l'extrémité du crayon peut être modélisée par un cône. Donc, on applique les calculs d'air. Donc, l'air du solide total crayon va être l'air latéral de la demi-sphère, plus, il y a une erreur ici, c'est l'air latéral du cylindre et l'air latéral du cône. Je vous laisse lire les différents calculs. Je vous parle maintenant des volumes des solides décomposables. Encore le même solide, mais cette fois-ci, c'est à propos du volume. Donc, on va calculer le volume de la demi-sphère, le volume du cylindre et le volume du cône en appliquant les trois formules de volume. On n'oublie pas de diviser par deux le volume de la sphère parce que c'est une demi-sphère. Et on arrondit, on peut garder le nombre pi et arrondir au centième s'il y a lieu. Je vous parle de l'air d'un solide tronqué. Il est possible que dans le devoir 2, allez en avoir besoin. Donc, vous devez, la première stratégie, associer le solide tronqué à un solide connu. Exemple, quel est l'aire totale du cône tronqué suivant en sachant que le rayon, la hauteur et l'apothème qui lui sont associés mesurent respectivement 9 cm, 16 cm et 18,36 cm.
Donc, on calcule d'abord l'aire du solide tronqué, l'aire des bases. Les deux bases sont des disques. On remarque que le rayon est 5,63. On applique la formule pi r au carré. Donc, vous voyez bien qu'est-ce que j'ai ici. Pi fois 5,63 au carré, 99,58 cm carrés. On fait la même chose avec l'aire de l'autre base, qui dont le rayon est plus grand, qui est 9 cm. On applique la formule, pi fois 9 au carré, on obtient 254,47 cm carrés. Et on additionne finalement les deux bases, ce qui donne 354,05 cm carrés. Deuxième étape, identifier les différents solides. Donc, on va bien identifier les solides mis en relation. Dans ce cas-ci, ce sont les cônes qui sont impliqués. Donc, vous avez un premier cône, qui est le cône tronqué. Vous avez le deuxième grand cône dont le rayon est 9 et l'autre cône tronqué. Vous avez donc le côté, le rayon est 5,63 cm et la hauteur inconnue. Pour calculer l'aire latérale du cône, il faut trouver ou déterminer la mesure de l'apothème du cône retiré. On procède par soustraction. Donc, l'apothème 3 égale l'apothème 2 moins l'apothème 1, 18,36 moins 6,688, 11,48 cm. En se fiant au solide de l'étape précédente, on peut déduire que l'aire latérale 1 égale l'aire latérale 2 moins l'aire latérale 3. Donc, on range les différentes formules, pi fois r au carré fois l'apothème 2, plus pi fois r, le rayon 3, excusez-moi, c'est pi r fois l'apothème, je recommence. Ça, c'est l'aire latérale d'un cône. Donc, pi fois le rayon 2 fois l'apothème 2, moins pi fois le rayon 3 fois l'apothème 3. Donc, ça donne 316,07 cm carrés. On calcule ensuite l'aire totale. L'aire totale, c'est l'aire latérale et l'aire des deux bases, 170,12 cm carrés. Et finalement, cinquième étape, interpréter la réponse. Donc, la totale de ce cône tronqué est environ 170,12 cm carrés. Je vous ai mis aussi des formules de volume d'un solide décomposable avec un exemple. Donc, on va tout simplement le décomposer en solide plus petit ou plus grand, dépendamment de la situation. Euh, Puis ensuite, on va faire les différents calculs. Donc, je vous invite à bien lire attentivement la feuille que vous avez devant vous, le diaporama qui présente le volume d'un solide décomposable. Je vous parle maintenant d'un bolide d'un solide décomposable qui est non convexe, c'est-à-dire qu'il peut avoir un trou à l'intérieur. Donc, l'exemple ici, l'espace libre à l'intérieur du stylo. Vous avez un cylindre surmonté d'un cône. Vous avez le trou, c'est un prisme à base carrée ou rectangulaire. Et vous avez la démarche à suivre. Donc, premièrement, identifier la nature des solides, appliquer les formules, puis interpréter la réponse. Donc, je vous inviterai à lire attentivement quand vous allez revoir ce diaporama-là. Je vous ai inclus aussi une démarche pour calculer le volume des solides tronqués, car vous allez en avoir besoin dans le devoir 2. Donc, un solide tronqué, c'est un solide qui a été coupé par un plan dont seulement une portion, la séparation a été conservée. Ce plan de coupe peut être parallèle à la base de ce dernier ou non. Donc, je vous inviterai à lire ça. Même chose pour identifier les différents solides. Donc, ça, je vous inviterai à le lire aussi. Je ne vous lirai pas tout ça parce que c'est du calcul. Ce sont des nombres. Vous êtes capable de lire par vous-même, bien entendu. Et vous avez la démarche qui illustre le calcul de volume du toit de l'image 1 obtenu en soustrayant le volume des pyramides 2 et 3. Donc, V1 égale V2 moins V3 en appliquant les formules de volume, l'aire de base
2 fois la hauteur de la base, hauteur 2 divisé par 3, moins l'aire de la base 3 fois la hauteur 3 divisé par 3. Donc, vous avez la réponse 13 192,14 décimètres cubes. Troisième étape, interpréter la réponse. On va établir une proportion et la résoudre en utilisant le produit croisé, qui est une technique de résolution. Si 4 dollars égale à 9 mètres carrés, combien va donner de dollars si on a 13 192,114 décimètres cubes? Donc, on fait le produit croisé. 4 fois 13 192,14 divisé par 9, ça donne environ 5 863,17 dollars pour l'isolation dans le problème concret avec cette mousse qui va coûter ça. Je vous ai inclus aussi une démarche algébrique pour trouver une mesure manquante à partir de l'aire d'un solide décomposable. Donc, pour réussir à calculer une mesure manquante à partir de l'aire dans un solide décomposable ou un solide tronqué, les formules d'air des figures planes sont utiles. La démarche est un peu plus complexe que pour les solides simples, comme les prises pyramides, étant donné que la quantité de figures planes qui sont utilisées dans la construction de solides décomposables est plus grande. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. D'abord, on détermine l'aire avec laquelle il faut travailler. Et vous allez identifier là où les mesures qui sont manquantes à l'aide d'une variable, associée à l'aire de la figure d'une valeur numérique ou une expression algébrique. Vous créez une équation en fonction du contexte. Vous résolvez l'équation et vous interprétez la réponse selon le contexte. Je vous ai mis ici Allo Prof qui le lien fonctionne bien, qui explique comment procéder. Donc, je vous invite à aller voir cette capsule-là. Ben, c'est pas une capsule vidéo, mais ça illustre une démarche comment procéder pour trouver les mesures manquantes à partir de l'aire d'un solide décomposable ou d'un solide tronqué. Je vous ai mis aussi une démarche pour trouver une mesure manquante à partir du volume d'un solide décomposable ou tronqué. Donc, il faut toujours tout simplement créer une équation et la résoudre. On utilise les formules de volume des solides. Vous avez une présentation globale de la démarche à utiliser. Donc, vous déterminez le volume avec lequel il faut travailler. Vous identifiez la mesure manquante avec une variable. Associez au volume chaque solide une valeur numérique ou une expression algébrique. Vous créez une équation en fonction du contexte. Vous résolvez l'équation et interprétez la réponse selon le contexte. Et encore une fois, je vous ai placé aussi un lien web du site AlloProf qui est très bien fait, illustrant les différentes étapes que je viens de vous mentionner. Donc, je vous invite à le consulter, bien entendu. Je vous parle d'analyse de situations qui font appel à des mesures, périmètre, aire, volume, unité de mesure et relation estimation, et recherche de mesures manquantes, théorème de Pythagore. Donc, ici, je vais parler beaucoup moins, je vais juste illustrer des exemples où on va appliquer le périmètre et l'aire. Donc, vous avez un exemple, un exerciceur, vous avez des polygones différents. On vous demande lequel a le plus grand périmètre, le plus grand aire, lesquels ont le même périmètre, lesquels ont le même aire. Donc, ce sont des exercices. Vous avez encore le même type d'exercice, mais avec des quadrilatères. Vous avez maintenant des exemples avec des problèmes écrits, des petites situations problèmes écrits. Je vous inviterai à les lire attentivement ici pour vous pratiquer. Donc, il y en a un avec un rectangle, on le transforme en parallélogramme, on conserve la base et la même hauteur. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos des aires et des périmètres? Donc, vous allez remarquer un phénomène que vous allez tout simplement calculer. Vous avez ici l'autre, une personne qui photographie les chutes Niagara avec son appareil photo numérique, puis elle dégie les photos sur un tableau rectangulaire de 26 cm sur 36 cm. Combien de photos rectangulaires
qui mesurant 13 centimètres sur 18 centimètres, peut-elle afficher sur son tableau? Donc, tout simplement à faire le différent calcul. Excusez-moi. Je termine la présentation un peu avec les relations des unités d'air du système international d'unités. Donc, une mesure est toujours formée d'un nombre d'unités. Le mètre carré, c'est une unité d'air de base du système international d'unités. Donc, vous avez le kilomètre carré, puis si on compare en kilomètres en mètres carrés, ça devient 1 million de mètres carrés. Un hectomètre carré, HM au carré, 10 000 mètres carrés, et on se rend jusqu'à la plus petite mesure, millimètre carré, mm au carré, équivalent à 0,0000001 mètre carré. Vous avez encore des relations, mais cette fois-ci, chaque unité d'air a une valeur qui est 100 fois plus élevée que la valeur de l'unité immédiatement à sa droite et 1000 fois, 100 fois, pardon, plus petite que la valeur d'une unité immédiatement à sa gauche. Donc, c'est ce que j'utilise dans l'enseignement secondaire, ce que les enseignants utilisent, bien entendu, puis à l'université aussi, et au primaire. Donc, à chaque fois, ben, plus au secondaire, excusez-moi, euh, vous mettez toujours sur la même ligne toutes les unités en ordre décroissant, du plus grand au plus petit, kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. À chaque fois qu'on se déplace vers la gauche, donc on divise par 100 à chaque case. À chaque fois que je me déplace de la gauche vers la droite, je multiplie par 100 à chaque case. Le théorème de Pythagore, qui est vu en troisième secondaire, donc, juste vous rappeler que l'hypoténuse dans un triangle rectangle est toujours le plus grand côté et opposé à l'angle droit. On l'appelle hypoténuse. Les deux autres côtés, on les appelle des cathètes, tout simplement. C'est un des côtés de l'angle droit. Dans un triangle rectangle, on peut appliquer la relation ou le théorème de Pythagore. Donc, le carré de la mesure de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des mesures de cathète. Donc, mesure d'une cathète au carré plus mesure de l'autre cathète au carré égale la mesure de l'hypoténuse au carré. Donc, vous avez un exemple ici où on cherche la mesure de l'hypoténuse DE en appliquant la relation de Pythagore. Donc, 6 au carré plus 3 au carré égale 45 et on utilise la racine carrée parce qu'on cherche la valeur de dA au carré. Donc, par opération inverse, on extrait la racine carrée. L'opération inverse de mettre au carré et extraire la racine carrée. Dans l'exemple de droite, on cherche la mesure manquante qui est RT. Donc, d'abord, on identifie que RT est une cathète, ce n'est pas l'hypoténuse. Je rappelle que l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Dans le cas ici, c'est le côté ST ou 46. Puis, on le remplace, on applique la formule. Donc, la mesure de ST au carré, qui est l'hypoténuse, égale la mesure de RS au carré, qui est une des cathètes, plus la mesure de l'autre cathète RT au carré, qui est l'inconnu. Donc, il s'agit de résoudre tout simplement. Pardon, la réciproque du théorème de Pythagore, elle sert à vérifier si les mesures de côté d'un triangle euh, vérifient cette relation-là. On conclut alors il est rectangle. Exemple, les côtés d'un triangle ABC mesurent respectivement 30, 40 et 50 cm. Donc, on déduit qu'on pose comme hypothèse que le plus grand côté est l'hypoténuse, est 50. Je vous rappelle ici qu'on n'a pas de représentation visuelle. Donc, ça implique que les deux autres côtés, 30, 40, sont les cathètes. Donc, 30 au carré plus 40 au carré, est-ce que c'est égal à 50 au carré? Donc, c'est du calcul numérique. On s'aperçoit que oui.
Donc, 2500 à gauche égale 2500 à droite de l'équation. Ça implique que le triangle ABC est rectangle. J'avais oublié de mentionner, je vais terminer par le calcul d'aire de solide décomposable, mais en montrant des exemples où on peut l'appliquer pour trouver des mesures manquantes. Comme ici, on veut savoir l'aire totale de ce solide formé d'un prisme droit à base carrée et d'une pyramide droite. Vous avez ici une recherche de mesures manquantes des volumes que je pourrais vous demander de vous pratiquer. Vous avez une bouée qui a la forme d'un cône surmonté d'une demi-boule de même diamètre, donc 4 cm. Je veux savoir la hauteur du cône. Si le volume total de la bouée est 320 pi divisé par 3. Finalement, dans ma présentation, vous avez de calcul les unités et calculs de volume. Donc, un exemple de cône ici qui est tronqué. Jean désire recouvrir le tissu d'abat-jour ayant la forme d'un tronc de cône. Quel sera le coût de ce projet si le tissu se vend 35 le mètre carré? Bon, je vous présente pour continuer, excusez-moi, euh, le devoir que vous avez à faire. Et ensuite, je vais terminer avec l'interface nouvelle que j'ai préparée pour vous, qui se trouve sur Moodle. Donc, je présente le devoir. Oui, bonjour. 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 Vous allez bien? Je vous entends pas. Je vous entends pas. Ben oui, excusez-moi, j'avais fermé mon micro, je pensais que je l'avais ouvert. Excusez-moi, j'ai eu un empêchement. Là, vous étiez en train d'enregistrer le cours pour tout le monde, là, hein? Il n'y a pas que Oui, moi. c'est ça, oui. OK. Je Ben, m'excuse. Je vais enlever ma caméra pour pas qu'on me voie la face tout le long. ah, il n'y a pas de problème. Puis je vous écoute. OK. Alors, désolé, ben, il y a juste Mme Caroline qui s'est jointe à nous. Donc, j'étais en train de présenter, j'étais rendu au devoir. Donc, je vais vous présenter le devoir. Donc, ça, c'est le devoir 2. Je vais juste le représenter. Attendez un petit peu. Excusez-moi. Ça, c'est le diaporama que j'ai fait tout à l'heure. Je vais arrêter de présenter. Je vais présenter le... OK. Je vais aller le rechercher. Donnez-moi un petit instant. Je suis désolé. Ça sera pas long. Bon, je l'ai retrouvé. Donc, dans le devoir 2, je vais prendre quelques minutes pour le présenter. Puis ensuite, je vais montrer la nouvelle interface que j'ai élaborée avec une autre collègue. Donc, les objectifs, c'est développer les connaissances, habiletés propres à la discipline,
Donc, solides et leurs propriétés, polyèdre, sphère boule, cône, cylindre, décomposition des solides, et de vous faire analyser des situations qui font appel à des mesures. Périmètre, air, volume, unité de mesure, relation, puis estimation, recherche de mesures manquantes, théorème de Pythagore. Autre objectif, de réviser la compréhension des savoirs mathématiques en prenant une distance critique à l'égard des contenus et des processus dans le domaine des figures planes, des solides et leurs mesures, résoudre des situations problèmes, puis résoudre des situations d'action de validation. La pondération, cette fois-ci, elle est plus élevée, elle est 40%. Euh, les, parce que les devoirs, les problèmes sont plus élaborés. La date de remise, j'ai mis le 3 décembre avant minuit, 23h59. Mais c'est possible d'ajuster à la date de la dernière journée du cours. Je vais voir avec vous là, euh, je pense que c'est autour du 10 décembre. C'est possible de le décaler d'une semaine. Je vais voir, je vais vous envoyer un message avec Moodle. Donc, ce sont les mêmes consignes que le premier devoir que vous avez remis. En passant, le premier devoir, il va être corrigé bientôt. Donc, la date de remise était aujourd'hui. Donc, d'ici quelques jours, vous allez avoir une rétroaction. Pour le devoir 2, vous devez résoudre la situation problème et le problème d'application euh, en indiquant une démarche complète de résolution. J'exige que la solution contienne les éléments suivants. C'est quoi le but du problème, les étapes de résolution, propriétés géométriques qui sont utilisées et les calculs détaillés. Ou si vous avez une imprimante, idéalement, c'est d'imprimer la situation problème, mais ça se fait aussi sans l'imprimer, là. Mais vous devez absolument écrire la démarche de résolution sur une feuille, puis au besoin, ajouter d'autres feuilles. Comme je le disais la dernière fois, ça a bien été, vous avez respecté les consignes, de numériser le devoir une fois qu'il est complété. Vous pouvez prendre des photos avec votre cellulaire, ou encore, si vous travaillez dans une institution scolaire, un photocopieur, c'est comme vous voulez, et vous le remettez en format PDF dans la boîte de remise sur Moodle. J'accepte aussi euh, d'autres formats comme des images, donc il n'y a pas de problème, j'ai mis tout format, ça pose pas de problème, mais il faut que je le vois sur papier, là, que vous l'avez fait. Donc, je vous présente le premier problème, qui est le modèle de tente, 20 points. Je vais vous donner bientôt, d'ici quelques jours, une grille d'évaluation, mais c'est une résolution de problème. Donc, vous avez une entreprise d'activité de plein air qui lance sur le marché deux nouveaux modèles de tente en toile. La tente A, elle a la forme d'un quart de sphère, donc c'est vraiment un quart d'une sphère, là. Et la tente que vous voyez ici, c'est la forme d'un cône circulaire droit tronqué. Les deux tentes ont la même aire et l'aire des bases de la tente B équivaut à son aire latérale. Donc, je veux savoir quelle tente est la plus haute, donc la hauteur qui m'intéresse. Quand je dis l'aire des deux bases, ben, c'est l'aire où ma main ici voyons, du cercle dont le rayon est 1,4 mètres et l'aire ici, une fois la troncature faite, de, du cercle dont le rayon est 1,2 mètres. Vous avez un inconnu à trouver qui est ben, pas l'apothème, mais une partie de l'apothème avant la troncature, qui est 3 plus X. Donc, vous allez avoir des calculs à faire. Simplement, ben, c'est quand même un bon problème. L'autre problème, c'est une situation d'action ou validation, 20 points. Donc, ça s'appelle la structure bien droite. Je vous la précise, je vous l'énonce. Sur le toit d'un magasin d'accessoires de fête, on a installé une structure de bois qui représente la tête d'un enfant sur laquelle est posé un chapeau de fête. La structure est fixée sur le toit à l'aide de câbles de 35 mètres chacun. Vous avez le gérant du magasin n'est pas satisfait de l'installation de la structure. Il affirme que la hauteur de la structure n'est pas perpendiculaire au sol.
Donc, sachant que 45,155 litres de peinture ont été nécessaires pour peindre la structure illustrée ci-contre et qu'un litre de peinture couvre une surface de 18 mètres carrés, je vous demande de déterminer si le gérant a raison d'être insatisfait. Donc, de justifier votre réponse. Bien entendu, vous devez faire une démarche complète, comme je l'ai présenté il y a quelques instants. Donc, dans le dessin, vous avez tout simplement l'objet en question, c'est un solide décomposable. Vous avez une demi-boule ou demi-sphère surmontée d'un cône dont le rayon est 8,4 mètres. Vous avez un câble qui est 35 mètres et vous avez la distance de ce câble-là attaché jusqu'au début du cône, ce qui est 20,6 mètres. Donc, je veux savoir si la hauteur de la structure est perpendiculaire. Alors voilà pour le deuxième problème. J'arrête de partager ceci. Je vais terminer par présenter la nouvelle interface que vous avez accès et expliquer les petits changements. Donc, je vous présente ça. Donnez-moi quelques instants. OK. Je suis de retour avec vous. Donc, vous voyez maintenant l'interface sur Moodle, dont vous avez tous accès. Donc, c'est bien le cours Math 0141, supervision de cours, géométrie 1. Vous avez ici, vous voyez pas tout ça, là, mais ben, vous voyez à partir d'ici. Donc, à partir de, j'ai rajouté ici, ça, on l'a fait déjà le 3 septembre. Donc, j'ai présenté tout simplement. Puis, j'ai fait une séance d'une heure expliquant le devoir 1. La séance a été enregistrée et accessible. Puis là, ici, vous voyez apparaître, c'est la même chose si je clique. Vous voyez apparaître les différents objectifs, contenus, démarches, et ainsi de suite. Euh, vous avez la description des modules. Vous avez 6 modules. Pour l'évaluation, ben, parce que c'est écrit en PHP, il y a des petites choses, j'ai oublié de changer les différentes dates, là, mais c'est vraiment le 40%. Et, pour vous, 40%, c'est le devoir 2 dont je viens de vous parler. Le devoir 1 qui va être évalué bientôt, ou travail 1, 30%. Il n'y a pas d'examen, mais c'est remplacé par des évaluations que vous allez avoir accès bientôt. Je vais vous les montrer. Ben, avant de vous les montrer, ben, je vous parle, je fais un peu ici quelques repères historiques. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez des activités interactives. Donc, si vous cliquez dessus, ici, la diapositive 2, puis là, vous avez à compléter différentes choses. Puis, vous pouvez vérifier si vous avez par exemple, au moins écrivez quelque chose. Le mot géométrie vient du préfixe grec, géo, qui décrivant la Terre. Donc, c'est la Terre ici. Puis le mot métron qui veut dire mesure. Mais si vous n'êtes pas certain, ben vous pouvez recommencer, puis il va vous l'ajouter, mais au moins écrire quelque chose. Ben, ça, je vous le laisse faire par vous-même. Et vous voyez ici, évaluation du module 1. Elle est accessible déjà. Vous avez une évaluation, 5 petites questions à compléter, mais vous ferez attention de bien lire les différentes consignes. Vous avez 30 minutes pour y répondre. Euh, Puis vous devez me l'envoyer d'ici le début décembre. Ben, ça va apparaître bientôt. Vous voyez? J'ai mis le 10 décembre. Donc, je pense que c'est le dernier cours.
mais je vais confirmer avec vous la dernière journée si on avait un cours en présentiel à chaque semaine, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous avez jusque-là. Fait que je vous montre. Si vous cliquez prévisualiser le test, là, vous démarrez une tentative, puis vous répondez aux différentes questions qui sont ici. Vous remplissez. Bien entendu, vous devez lire les différentes choses contenues dans le module. Donc, dans le module en question, vous avez les repères historiques, mais il n'y a pas juste ça. Un petit peu. Je vous montre ça. Vous avez les lectures obligatoires ici. Donc, en bleu, si vous cliquez module 1, vous avez différentes lectures. Vous avez une sur l'espace de travail mathématique, une sur le papyrus Rhind, puis une autre lecture sur les paradigmes géométriques. Donc, si vous cliquez dessus, ils sont accessibles en PDF. Vous pouvez les enregistrer. Vous pouvez les imprimer, bien entendu. Ensuite, si je vais dans un autre module, le premier module, en passant, c'est des repères historiques, c'est l'introduction. Le deuxième module, c'est la problématique de l'espace physique et géométrique. Vous avez les objectifs, vous avez le déroulement, l'évaluation, vous avez des activités perception en géométrie. Donc, ils ont été faits avec la programmation PHP. Donc, c'est quand même, essayez-les par vous-même, vous allez voir. Euh, Puis, vous pouvez cliquer aussi à gauche où c'est de l'enseignement comme individualisé, là. Donc, vous pouvez avoir accès à chaque élément dont vous avez besoin. Vous avez encore, pardon, des différentes choses. L'évaluation, elle est pas accessible, mais vous la voyez pas, mais elle est accessible. Donc, d'ici la fin de la journée ou demain matin, vous allez la voir. OK? Donc, c'est très semblable, le type d'évaluation comme l'évaluation 1, mais ben, je peux vous la montrer, vous ne la voyez pas, mais là, vous allez la voir. Je clique dessus. Je vais changer les dates, là, mais ce n'est pas les bonnes dates. Euh, Puis vous avez une tentative, 30 minutes, puis vous devez avoir un 5 sur 5 pour réussir. C'est bon? Donc, vous répondez directement sur Moodle, et faites attention, vous devez avoir lu les différentes lectures pour certaines questions. Bon, je reviens. J'ai presque terminé. Vous avez le module 3, différentes façons de comprendre la géométrie. Vous avez encore une évaluation sous forme de 5 questions. Ici, tout ce qui est travail 1 ou travail 2, il y a des choses que j'ai pas réussi à enlever avec la programmation, là, parce que je me suis fait aider avec une autre collègue qui l'a élaboré, qui a été libérée c'est une professeure qui enseigne à l'université. Mais j'ai pas eu à avoir accès présentement à tout ça. Ce sont les niveaux de pensée de géométrie en vanillé. Vous avez l'article ici à lire et vous avez différentes questions. Puis vous avez encore une évaluation. Pour le module 3, vous cliquez ici les différents modules et c'est le même article qui est ici. Il me reste à vous montrer l'interface des autres modules. Donc, le module 4, c'est les quadrilatères, les cercles, analyse a priori, comme outil de travail pour la personne enseignante. Vous avez des activités interactives. Vous avez des lectures. Vous avez un petit jeu de mémoire pour vous pratiquer.
Puis vous avez une évaluation, toujours avec cinq questions. Quand les questions ils sont faites, vous avez toujours jusqu'au 10 décembre pour répondre à tout ça. Et une fois qu'elles vous est faites, vous les envoyez, vous cliquez sur le bouton, et moi, je vais le recevoir. Et je vais compiler tout ça. Le module 5, c'est la géométrie dans l'espace, le conflit vu-su. Donc, vous lirez attentivement. Tout ce que je peux vous dire, ça, c'est mon champ de recherche. J'ai terminé mon doctorat, là, je suis en évaluation sur ça. Donc, qu'est-ce que le conflit vu-su? C'est le conflit entre la visualisation spatiale et les connaissances spatiales ou les connaissances géométriques. Donc, vous lirez attentivement. C'est en lien quand on fait on élabore, on dessine des représentations en trois dimensions, comme un cône, comme un prisme à base rectangulaire, pyramide à base carrée, puis on cherche à calculer des choses. On vous donne le volume, puis mais là, on vous donne un dessin qui est bien fait en perspective par rapport à... Mais on s'aperçoit que les angles droits dans le dessin ne sont pas physiquement droits, mais on sait qu'ils sont droits. OK? Ça, c'est ce conflit-là. Le carré qui est dessiné, ben, ça serait pas un carré, c'est un genre de parallélogramme. Mais on sait que c'est pas un parallélogramme, on sait que c'est un rectangle, mais on le dessine parce qu'il y a un compromis de cette façon-là entre le voir et le savoir, entre la visualisation spatiale, qui peut être la visualisation directe, et aussi la visualisation mentale, puis aussi et toutes les connaissances géométriques ou les connaissances spatiales. Finalement, le module 6 qui concerne les concepts de mesure et les difficultés des élèves, vous avez entre autres le théorème de Pythagore, qui est vu en troisième secondaire, et il y a encore, c'est toujours les mêmes structures du module, des repères historiques aussi, des activités à compléter en mode PHP, H5P, qui est la programmation qui est interactive, et vous avez des lectures, vous avez ici une lecture, je termine avec ça, sur l'air, et vous avez finalement à répondre à 5 questions. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Puis, alors, je vous souhaite une bonne session en lien avec ça. La prochaine rencontre que je vais enregistrer, c'est pour répondre à vos différentes questions. Parce que honnêtement, là, vous avez une interface qui a été bien faite par une de mes collègues et moi qui ai contribué pour vous aider à réussir ce cours-là qui est normal, qui est fait en mode non présentiel et asynchrone. Donc, je vais terminer ici et je vais enregistrer. Puis, je vous souhaite une bonne réussite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon courriel, steve.tremblay@commercialuco.ca. Donc, je vais vous répondre en moins de 48 heures. C'est bon? Alors, bonne session. Oui, Madame Caroline.